Vous étiez compagnon, vous voici devenu maître. On l'entend dire, et peut-être à juste titre, qu'on demeure apprenti toute sa vie, qu'on n'est jamais maître. Mais dans la perspective maçonnique de l'initiation, la question ne se pose pas ainsi. Nous passons maître, plus exactement, nous sommes élevés à la maîtrise, ce qui signifie que nous acquérons la troisième dimension, celle qui nous manquait. Nous étions d'en bas et maintenant nous sommes d'en haut. Alors on ne va plus reprendre la sagesse populaire et parler d'un apprenti qui apprend toute sa vie. Il n'en est pas question, c'est de toute autre chose qu'il s'agit. Nous sommes passés à la troisième dimension, nous sommes pleinement revenus à la vie. C'est là que la vie s'avère autonome, jaillissante, parce que la totalité de l'être s'est réalisée. Je dois vous dire que les sources de mon exposé concernant le temple de Salomon, la chose est importante, le temple de Salomon qui est vu de cette façon, disons en élévation, ou si vous voulez de profil, on l'a vu en plan tout à l'heure, le temple de Salomon est dû ici aux recherches de spécialistes dont plusieurs ouvrages sont reconnus universellement comme valables. Vous avez ici des dimensions qui vont être très importantes dans la suite de mon exposé. Vous avez la grande pièce du milieu, le lieu saint, qui a 20 mètres de long, soit le double du lieu très saint qui a 10 sur 10 sur 10, un cube parfait. On pense que le toit était plat puisqu'on offrait des sacrifices sur ce temple. Je dirais que cela n'empêchait pas, pour vraiment symboliser le tabernacle, le temple portatif, d'avoir un toit à 4 pans malgré tout dans cet espacement-là, car enfin 20 mètres pour célébrer les sacrifices, c'est déjà pas mal. Et alors le porche à 5 mètres, si bien que ces dimensions vont entrer, mais on peut dire comme un cube dans un autre cube, dans le pyramidion que nous allons représenter tout à l'heure, lui alors qui représente l'élévation. Le plan de Salomon est vu en franc-maçonnerie en plan. Et alors, il correspond pour l'élévation au tabernacle. On l'a vu ici, le premier triangle, le deuxième et le pyramidion terminal, celui qui va se manifester maintenant. Qu'êtes-vous devenu comme maître? Il n'est pas question pour moi-même de parler justement de la cérémonie rituelique de l'élévation. Ici, le silence est total, de même qu'il était total sur l'initiation proprement dite, sur le passage au degré de compagnon, parce que c'est quelque chose qui se vit et qui ne se défleurit pas par des racontards prématurés. Mais par contre, alors, on peut parler de tout ce qui s'observe, on peut le lire d'ailleurs dans des livres, il n'y a aucun problème ici, et nous allons procéder de la même manière. Le maître, en s'avérant tel, a subi le cheminement symboliquement représenté comme suit. Il n'a personnellement plus bougé, il a été entièrement tributaire du développement spontané de son être intérieur, de l'inconscient. Et c'est l'inconscient qui l'a élevé à la maîtrise. C'est l'inconscient qui se trouve ici, sous forme de l'esprit, le sommet de la pyramide, le sommet de l'édifice. Si bien que le maçon qui possédait ce point à l'intérieur de lui-même, maintenant là comme directeur au-dessus de lui. Vous n'avez qu'à prolonger les pans et vous arrivez à leur déclaration finale. Il vit, car il était mort avant, il a été élevé, ressuscité, pourrait-on dire. Hein? Il a été ressuscité en quelque sorte. Il vit dans le Fils. Et le Fils, c'est l'hémisphère droit, nous l'avons vu, sans aucun problème, il s'agit de la même réalité. Si bien que, représenté ici, de l'autorité des faits, l'objectivité, il est passé à l'autorité globale, au phénomène de la synthèse, attention, c'est un phénomène inouï. Einstein disait qu'on peut passer on peut passer d'une théorie
n'est-ce pas, à l'analyse, mais il est exclu de passer de l'analyse à une théorie, c'est-à-dire à la synthèse, exclu. C'est-à-dire de le vouloir, c'est une opération tout autre qui nous est donnée du dehors, mais du dedans profond de nous-mêmes. Il était donc ici soumis à l'autorité des faits, eh bien, le voici qui est soumis plutôt au tout, ce qui signifie qu'il bénéficie de l'autorité royale du tout. La maçonnerie parle, je vous l'ai dit, d'art royal, exercer l'art royal. C'est la transfiguration, le maçon vivant dans le Fils, on peut le mettre ici, le Fils du grand architecte de l'univers en nous, l'esprit de l'univers qui parle en nous, eh bien, il vit dans le Bénat, le Fils. Représentant donc l'achèvement sur ce tableau, pour passer à autre chose, qu'est-ce qu'il a fait de la main? Il est parvenu au domaine essentiel de l'œil. Son œil s'est trouvé pris en charge, identifié à l'œil du Fils. Il n'y a qu'un œil, et c'est l'œil de l'inconscient lui-même qui se manifeste désormais en lui. Il voit, il saisit le langage non verbal des faits sous la forme de l'univers, cette fois-ci, qui parle et qui lui offre l'autorité royale, la possibilité de régner sur lui. Vous remarquerez, si vous décomposez ceci, que vous avez l'étoile flamboyante. Elle est d'ailleurs toujours représentée en loge. La voici, si vous voulez, comme faite d'un triangle. Ici, je l'inverse, car c'est le maître. Il vient d'en haut, désormais, puisque c'est le Fils qui l'enveloppe, alors qu'avant, il était intérieur au compagnon. C'est le maître, avec les deux autres points qui étaient la colonne Ish du temple, le vous trouvez, et le on vous donne, la colonne B. La force est en lui, si bien que sa force est maintenant en toi. En lui, le Fils, sous-entendu, c'est évident. Sur notre tableau des tabliers, ici, l'événement se manifeste comme suit. L'ego est jeté dehors, mais attention, il est jeté dehors par le Fils. Voilà, qui est absolument capital. On me pose la question, on nous pose souvent la question, mais comment faire pour se libérer de l'ego? Il ne suffit pas de voir qu'il est nocif, il faut justement se développer. Eh bien, on l'a vu, on l'a laissé entendre déjà, puisque la passion aveugle, l'œil qui s'ouvre dépassionne. C'est l'œil qui chasse l'ego. Et l'ego est chassé, vous l'avez vu ici, par la montée finale du Fils. On peut le représenter ainsi, il est chassé par la montée du on final, univers, Père du Fils, c'est-à-dire l'univers qui se manifeste à nous. Voici, cette fois-ci, le maître avec l'ego qui tombe, qui est chassé dehors. Il est plus parlant encore de le voir se réaliser de cette façon. Voilà une affaire, disons, qui dit tout de même quelque chose, bien qu'il s'agit d'une inversion alors qu'il est question, comme dans ce modèle-là, d'une croissance, c'est autre chose. Mais enfin, l'ego est jeté dehors par la puissance du dedans, vous voyez, qui rend comment dirais-je, sa place de maître impossible. Il est détrôné, il est destitué, il n'aura plus le dernier mot, il tombe. Et quand il veut se remanifester, attention, des personnes pensent qu'il revient. Non, non, non. Parce que quand il revient, ces vérités, ces affirmations sont des affirmations immédiatement battues en brèche par les affirmations objectives et on peut dire attestées par les faits que fait valoir la puissance de l'œil qui nous habite. L'ego est désormais sans pouvoir, sans autorité, d'où il n'intervient plus. On a dit tout à l'heure, puisque nous l'avions ici également représenté sous cette forme, que le tablier de maître, 3e degré ici, le tablier de maître a la possibilité d'élever le centre. C'est exactement ce qu'on a vu se faire là. Le centre de contenu
et souffrant éventuellement de par nos pressions et tout cela, devient le contenant, le maître qui exerce son pouvoir. Ici, vous avez représenté toujours les points essentiels du temple. Je les ai signifiés tout à l'heure par les colonnes Ish B. Il faudrait aussi que je complète ce croquis. Nous avons le maître ici, avec comme point final le Macbenat, il vit dans le Fils, le on-fils qui a ouvert à celui qui en était digne et qui frappait et qui est le maître. Il a été élevé, c'est là toute sa croissance qui est notifiée, sa croissance par rapport à l'univers. Sur ce tableau-ci, la figure devient la suivante. Le dernier tiers de l'œil est acquis au conscient de l'individu. Il existait, mais sous-jacent. Désormais, il vient jusqu'à lui, plus exactement. Il l'a pris, il est dans cet inconscient créateur. Avec, on pourrait l'ajouter naturellement, les éclairs, disons, porteurs de lumière, de possibilités nouvelles, de vérité qui en découlent. Mais il faut dire une chose, c'est que en réalité, le maître n'est pas fait du vous trouvez, du on vous donne, c'était des étapes. Ceci était très très important. Des étapes qui ont été parcourues et maintenant le maître est totalement dans cette élévation-là qui est le fils directeur. Il n'est plus question pour lui, nous l'avons vu, de chercher, de trouver, il ne travaille plus, ils appellent ça du travail, il est dans le repos définitif, la lumière se communique de manière absolument spontanée, sans effort à lui. Il est dans le repos, il a 7 ans pour illustrer ce repos définitif. J'en viens maintenant à ce tableau, pour le compléter aussi, avec le fameux acacia. Symbole admirable qui récapitule, on peut le dire maintenant puisque nous sommes au niveau du maître, qui récapitule absolument tout ce qui s'était passé, ce qui avait été vu jusqu'ici. Je vois qu'il n'est pas stable, je vais enlever le tableau du dessous. Excusez-moi, puisqu'on a terminé avec celui-ci. Voici donc notre acacia au niveau du compagnon, 3 voyages, plus 2 voyages, ça va devenir des années, puisqu'il a appris pendant un certain temps, durant un certain voyage, et bien chaque voyage a pour appellation une année. Il a 3 ans, celui-ci 2 ans de plus, ça lui fait 5 ans, et maintenant il passe maître, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est assez simple, ça s'impose, on peut vraiment dire de soi-même. Il va vivre ce qu'il lui restait à voir, ce qu'il avait plutôt vu, mais seulement vu. Il le vit. Il est à sa 6e année. Nous le représentons maintenant sous forme de l'acacia. Sa 6e année. Et que va-t-il se passer? Car il a 7 ans. C'est là la grande inversion. C'est pourquoi l'étoile dont je vous parlais, que je représentais tout à l'heure, à la tête en bas, elle vient d'en haut. Il s'inverse exactement ce que vous avez vu là, sous forme de l'équerre qui s'inverse pour donner le comparticulé, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Ça vous donne l'étoile intérieure au niveau du compagnon qui devient l'étoile dans laquelle le compagnon lui-même habite. Elle s'inverse et une fois inversée, alors elle se referme et il n'y a plus que cela
il vit dans le Fils, le conscient vit dans l'inconscient créateur, et tout ceci a disparu. Voici le final définitif, mais on ne le représente pas ainsi, puisque l'un cache l'autre, n'est-ce pas? Mais voilà réellement ce qui se passe. Alors, faisons-le, il y a inversion, et dans cette inversion, plus exactement comme ceci, alors vous trouvez la fleur de l'acacia, mais attention, avec un angle refermé, à savoir la fleur, la lumière au niveau, pourrait-on dire ici, de l'apprenti, premier degré de lumière, deuxième, troisième, la totalité de l'être, son voyage est achevé. Je vous répète que l'acacia, vous l'avez vu tout à l'heure, a des folioles qui se terminent en fourchette, invitant celui qui suit la nervure à faire un saut dans le vide. Eh bien oui, ce saut est là, et il est très très symbolique pour montrer ce qu'il advient du maître. Il n'est absolument plus lui-même, il est par rapport aux gens d'en bas, aux profanes, il est un être, disons, très suspect, parce que ses mots d'ordre, il les prend de ses trop hauts, il obéit à de toute autre considération que les autres, et à ce titre-là, s'il n'est pas un être étrange pour tous, il est pour certains un être vraiment donneur de lumière, extraordinairement enrichissant, de par ses interventions, ses réactions. Ceci m'amène à préciser, ce que j'aurais pu préciser dès le début, mais il y avait tellement de choses, à savoir que dans beaucoup de loges, celui qui vient de vivre l'initiation et qui est maintenant apprenti, il est revenu au monde. Il n'a que 3 ans. Il dira lui-même qu'il ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait pas lire ce que les autres disent et puis il ne sait pas correspondre aux autres. Eh bien, on dit, j'ai ici tout ceci représenté, mais je n'aimerais pas vous fatiguer, je vous le dis sans autre, le symbolisme maçonnique dit que l'apprenti se coupe la gorge pour ne plus parler, ne plus avoir de relation avec les autres, car désormais, il va avoir relation avec le langage non verbal. C'est donc extrêmement beau. Il se coupe la gorge. Et vous l'avez vu sur la photo de l'église de Reckingen, à savoir le compagnon, met la main en forme de griffe sur le cœur et il s'arrache le cœur. Autrement dit, après s'être coupé la gorge, il s'arrache le cœur. Reste ensuite le summum, l'achèvement, une partie de lui-même, l'ego, est jeté dehors, c'est le corps coupé en deux, et la partie vivante du corps est pleinement régénérée et par le Fils et devient une totalité céleste ici-bas. Alors l'apprenti est invité dans certaines loges, c'est une très ancienne tradition, malheureusement qui se perd de plus en plus, et ça n'est pas un bon signe, je dirais même que c'est un tout mauvais signe pour la franc-maçonnerie, parce que cela montre que, au fond, la rigueur du début se perd, c'est le laxisme comme partout, autrement dit, les symboles ne parlent plus, et les transformations de l'être qui devraient s'en suivre n'ont pas lieu. Eh bien, l'apprenti, dans la plupart des loges, est dans l'obligation de se taire. Il n'a le droit que d'écouter, c'est normal puisqu'il vient au monde, il n'a rien à dire. Mais des maçons trouvent cruel d'imposer ça aux apprentis, qui sont donc totalement hors de la course. Ça n'est pas cruel, puisqu'ils entrent dans un monde soi-disant tout autre. Alors est-ce que ces loges ne sont qu'une expression du monde extérieur? C'est peut-être possible, puisqu'on se pose des questions à ce sujet. Il n'a le droit que d'écouter, puisqu'il ne sait rien. Comme compagnon, puisqu'il a écouté tout en observant, et il réfléchit par lui-même, il est vivant, il a un seul droit, celui d'interroger. Il n'a pas le droit d'émettre un avis lui-même, aucun avis. Et ça, je crois que c'est capital. Que le nouveau venu n'ait pas, au fond, à faire la leçon aux autres comme si, au fond, il n'avait rien à apprendre, alors qu'il entre dans une ère toute nouvelle. Ici, il n'a pas le droit d'émettre une opinion, il se fait une opinion, il s'informe, comme il interroge l'univers, et seul le maître a le droit de parler, est-ce beau ou non? Car seul le maître, tel qu'on l'a vu défini, a le droit de parler, étant le seul à être vraiment informé. Vous voyez, on a rétabli tous les faits, tous les processus naturels de l'expression que la société, par de fausses pitiés et autres, avait totalement faussés.
Nous sommes arrivés à l'étoile flamboyante maintenant, et je vous la présente. Dans toutes les loges, le compagnon devenu maître, la voit, cette étoile. Généralement, il la voit sous forme d'une étoile ayant une ampoule électrique, étant elle-même en verre, qui s'allume et qui s'éteint. C'est le flamboiement, ça fait pchit, les idées viennent. Il y a un tiers qui vous parle, occasionnellement. Et plus tard, alors elle s'éteint, et plus tard, alors, il comprend de quoi il s'agit. Les deux pieds dont nous avons parlé, le pied fils et le pied personnel et le pied fils, la main de notre psychisme, ici, comprendre, et ici, la main qui donne à celui-ci, la main du fils, et l'œil des deux qui ne devient qu'un. Là-haut, d'ailleurs, il dépasse, comme si c'était voulu, mon tableau pour se manifester. Et au milieu de cette étoile, vous avez une lettre, G, qui a donné beaucoup d'interprétations, parce que ce sont des symboles, il n'y avait aucune explication, c'est venu du passé. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, G? Certains ont dit Goth, les Anglais aussi ont dit God. Eh bien, malheureusement, Dieu ne commence pas par G en français, c'est peut-être même très bien, parce que ce n'est pas du tout ça. G vient du grec gai, non pas pour faire géométrie seulement, car en fait tout ceci est tiré de la géométrie, mais pour faire essentiellement gai, la terre. Ces hommes-là, qui exercent l'art royal, héritent la terre, car c'est le Fils qui vit en eux, et le Fils du cosmos est l'héritier du cosmos, est-ce beau, non? Eh bien, voilà la merveilleuse destinée de ces hommes, tels qu'ils l'ont retrouvée. Remarquez qu'il est exclu de s'enorgueillir. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous enorgueillissez, eh bien, vous êtes perturbé par le moi de nouveau, et il n'est plus possible de régner sur l'univers avec de telles manifestations. Le moi, au niveau du maître, encore une fois, dit le moi n'existe plus. On entendrait facilement, notamment des croyants ou des ecclésiastiques, dire oui, mais en fait c'est de l'orgueil tout ça. Ils n'ont rien compris, car il s'agit de se dépouiller, et justement la maçonnerie veut amener l'homme à ce dépouillement. Et je pense pouvoir dire qu'elle y est parvenue. Nous sommes, et je dis, à la troisième dimension, à l'élévation finale, sur notre croquis articulé ici. C'est tout simple, vous avez le compagnon qui maintenant rejoint, parce qu'il s'articule au centre premier qui est l'univers, qui rejoint l'élément bleu montant depuis toujours et qui l'habite, et qui est justement le Fils, l'esprit Fils du cosmos. L'ego, vous voyez, est totalement abandonné, et la mort qu'il occasionne vaincue. Maintenant, nous sommes en face non plus du compagnon ici, mais du maître, qui exerce l'art royal, n'est-ce pas? Il me reste à insister sur un point, ceci d'autant plus qu'il n'est pas connu en loge la plupart du temps. Sur un point, c'est l'angle. La différence d'angle que vous observez ici entre les 90 degrés, 90 degrés de l'équerre, c'est le compagnon. On a dit c'est la surface, il marche selon le patineur, les pas du patineur. Ce sont ses pas, on va s'y arrêter tout à l'heure. Ici, 90 degrés, alors qu'une fois retournée, elle s'articule l'équerre pour se refermer, et elle a 70, 70 degrés. Eh bien, voyez-vous, c'est simple. Si vous avez 4 angles de 90, 90 degrés, peu importe, et que ces angles, vous les construisez comme ils sont là, et vous voulez faire un pyramidion, vous n'arrivez pas, puisqu'ils sont empruntés à une surface. Ils sont dessinés sur une surface donnée, 360 degrés là autour. Alors, quand vous voulez qu'ils se rejoignent, eh bien, ils s'aplatissent et ils redonnent la surface, vous voyez. Si vous voulez obtenir qu'ils se tiennent, il faut les allonger. Or, c'est ce qui est le propre du cube. Le centre du cube n'est pas comme ici sur la surface du cube à 90 degrés.
Le centre de la surface, c'est le niveau de perception du compagnon, cela. Mais quand vous passez maître, vous le tirez en arrière pour qu'il soit le centre du cube. Il doit arriver au centre ici. Donc, venir en arrière, l'angle diminue. Et parce que l'angle diminue, au moment où vous le rabattez, vous l'élevez, alors il est capable, chacun des pans, si vous voulez, ou chacune des faces du pyramidion est capable désormais de s'appuyer sur l'autre, de constituer vraiment un pyramidion, une petite pyramide finale que voilà. Je trouve ceci extrêmement intéressant et vous voyez que ces hommes en effet ont tenu compte de tout cela. Le compas n'est rien d'autre qu'une équerre à 3 dimensions, c'est-à-dire une équerre capable de mesurer non plus en plan seulement comme ici, mais en toute chose, c'est un symbole. N'est-ce pas? Vous pourriez avoir un cône ici, au lieu d'avoir cette figure du triangle. Et en effet, le triangle n'est pas un triangle, c'est une pyramide. Il n'est vu comme triangle que par l'apprenti et le compagnon qui ne connaissent pas ces choses, parce que la vision dans l'espace est trop délicate, trop difficile pour ces apprentis et compagnons. Vision dans l'espace, qui, je vous le rappelle, est le propre, on l'a vu ici, de l'hémisphère droit du cerveau. Il est le final du maître également, auquel, vous le voyez par vous-même, l'apprenti ne parvient pas, à plus forte raison, donc, dirais-je, le compagnon, malgré tout ce qu'il fait, puisqu'il reste au niveau de l'apprenti du point de vue perception. Il se civilise en quelque sorte lui-même en devenant objectif, mais il reste au niveau de perception du compagnon, de l'apprenti. Et alors cela vous donne, dernier exemple ici, votre fameux pyramidion est là. Vous pouvez cette fois-ci chasser l'ego qui s'en va avec tout l'espace qu'il occupait, empêchant le centre de prendre la direction, de s'élever. Il s'en va avec tout, en quelque sorte, ses détritus, et désormais, le Fils peut s'élever, ce que nous avons représenté ici sous cette forme. Il quitte, en quelque sorte, celui qu'il habitait, il est jeté dehors, et désormais, c'est le Fils qui, comme ici, comme là, règne, comme ici également, comme sur le tablier, en toute chose, là, règne sur l'individu et sur l'univers. Attention, c'est une donnée qui n'est plus personnelle, elle est universelle, fondement sur lequel s'est édifiée la notion de fraternité. C'est parce qu'il y a de l'universel en nous qu'il y a la possibilité de s'allier à tout homme, à toute femme, à tout être humain. J'ai représenté ici sous forme d'un petit pyramidion, une petite pyramide, les divers angles. Cela vous donne une étoile, une jolie étoile. Je l'ai montré à mon petit-fils qui n'avait pas encore 5 ans. Et je lui ai dit, regarde cette belle étoile, ce qu'elle va donner. Et j'ai fait cela. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, comment tu l'as fait tenir? J'ai trouvé ça très joli. Vous voyez l'enfant qui se pose des questions. Immédiatement, il cherche par lui-même. Lui, ce qui l'intriguait, c'était la position qu'avait prise cette étoile, donnant une pyramide. Eh bien, à 90 degrés en bleu, 70 degrés en clair, c'est l'angle qui est le centre du cube. Et alors, quand vous avez un triangle qui a 3 angles égaux de 60 degrés, 3 fois 60, 180, c'est la somme des angles d'un triangle, alors, vous voyez, il est beaucoup plus effilé, cet angle, beaucoup plus pointu. Il a cette forme-là. Vous retrouvez mes 3 angles, ici 90 degrés, c'est l'équerre. Ici, vous avez le triangle équilatéral qui a tous ses côtés égaux. Ici, vous avez le triangle à 70 degrés, puisque j'ai voulu le représenter tel qu'il existe réellement. Une chose nous intéresse très particulièrement, c'est, au niveau du maître, c'est cette notion de l'esprit centre, de l'esprit point central. L'esprit
Le Fils n'est pas une dimension, il est une puissance. Alors je l'ai représenté ainsi. En réalité, vous avez ceci, vous avez le travail de l'apprenti, il permet au Fils de s'élever à l'appel de la table de gauche de se manifester, et le voici qui se pose là, c'est le pain, il recueille, il cherche, il trouve, il recueille la substance pour grandir. Et ensuite, vous avez les quatre faces posées par le compagnon, mais attention, évidée elle aussi, parce qu'elle se pose de par l'intérieur ici, qui est justement le point qui agit. Ce n'est pas le compagnon qui agit. Le compagnon enlève les empêchements. Ce qui empêchait la réalisation de cette puissance et de sa volonté, elle se réalise ainsi. Vous multipliez par 4, vous avez cette figure. Et enfin, ici vous s'était vidé. C'était vidé, vous avez l'image de la coupe, c'est-à-dire le fruit de la vie de l'univers qui donne le sang, qui circule ici dans la personne intérieure, donc, et qui la vivifie, avec maintenant la possibilité de l'élévation sous cette forme, n'est-ce pas, ici. J'ai terminé ceci, j'aimerais peut-être consacrer quelques instants, mais il faut que je défasse mes tableaux, au phénomène de la pierre brute, le fameux temple à tailler par ablation successive. Ce n'est pas un temple qu'on construit. Il vaut la peine qu'on s'y arrête parce que nombre de maçons n'ayant pas retrouvé cette tradition, puisqu'en fait rien d'écrit de sérieux n'existe, ce sont des symboles à interpréter, alors ils sont arrivés à l'idée, disons, très profane suivante, nous taillons, comme disent les profanes, pour nous arrondir les angles et pouvoir vivre ensemble, vous voyez. C'est un nouveau collectivisme qui est catastrophique, car si nous pouvons vivre harmonieusement ensemble, c'est ensuite de la taille sous la forme de la maîtrise, nous l'avons vu, puisque l'universel nous dirige. Mais il n'est pas question de considérer la personne comme une pierre dont il faut enlever les angles pour qu'elle vive en harmonie avec les autres. C'est une trahison complète de la franc-maçonnerie. Il est question au contraire d'une pierre dont le centre est source de lumière, puissance, jaillissement. J'illustrerai, avant pourtant de mettre fin à tout cela, j'illustrerai rapidement ces divers points de la manière suivante. Prenons le triangle. L'apprenti a une batterie. Il tape des mains, mais de manière ritualique, à certaines occasions, et il tape des mains ainsi. Qu'est-ce que vous remarquez? Ta-ta-ta. Alors, il a ici acquis cela, c'est le vécu qu'on a là-bas. Il lui reste à acquérir également, à vivre ces deux autres points, celui-là et celui-là, vous voyez? D'où un trait ou ta-ta-ta, n'est-ce pas? Plus exactement, je crois. Alors que le compagnon, justement, se trouve, lui, de l'autre côté, et sa batterie est l'inverse, mais pour la même raison, parce qu'il se trouve ici et qu'il a vécu ça, mais il lui reste à vivre le milieu qui est là, vous voyez? Sa batterie est celle-ci. Il en est là, et il a déjà vécu cela. Et si maintenant vous superposez la batterie de l'apprenti, vous découvrez qu'il n'y a plus que le point central qui n'a pas été vécu par l'un et par l'autre. C'est beau. À savoir, la batterie du maître est celle-ci, 3 traits longs qui récapitulent le tout en marquant que le point central ici est devenu vécu et acquis, autrement dit. Ceci, n'est-ce pas, est aussi très très beau, il vaut la peine de le signaler. Puis alors nous verrons tout à l'heure, pour terminer cet exposé, le rôle que joue la notion de peau, de chair et de revivification. Il y a encore ce symbolisme-là que je voulais vous signaler. Ils parleront des 3 petites lumières qui sont respectivement la sagesse,
on commence par là. La force, on a vu, la colonne B, Boaz, la force est en lui. Et quand ils arrivent à l'harmonisation avec le tout, ils parlent de la beauté étant l'une des caractéristiques du tout. L'agencement de l'univers par son grand architecte fait que toutes choses qui y figurent sont belles, porteuses de messages de cette inspiration-là. Et enfin, ils ont 3 autres mots aussi intéressants du point de vue symbolique. Je les situe là, je les ai fait en vert, écrits en vert ou sur papier vert pour qu'on les distingue. Le bien, le vrai, le beau et le vrai. Où situez-vous le bien? C'est évidemment ici, le bien. Où situez-vous le vrai? C'est du côté de l'objectivité, c'est évident, c'est ici. Le vrai, c'est ce qui est objectif. Et le beau, naturellement, rejoint la beauté qui est là-haut, n'est-ce pas? Aucun problème là non plus. Alors, nous nous retrouvons tout à l'heure. Je vais procéder à l'ablation de tout ceci. Peut-être ne vous ai-je pas dit, je vous le dis quand même encore avant de nous séparer sur ce point, que vous avez là, justement, l'évolution des 2 tables de la loi. Ici, la table de droite de notre attachement à nous-mêmes et aux autres, qui profanait celle de gauche, le rattachement au tout, qui empêchait le rattachement au tout, lequel, justement, au niveau de l'apprenti, est dégagé et devient son guide, le premier surveillant de l'apprenti du premier degré de lumière. C'est beau. Et puis, une fois qu'il en est là, c'est l'équerre, ici. On pourrait les reprendre, les grandes lumières, et les mettre là. L'équerre est là. La loi sacrée est là, le départ, là, voilà. Mais ce sont ses pieds. Il avance ainsi dans le temple, un pied qu'il mène vers le but, et puis l'autre qui l'en empêche, qui l'en éloignait, justement. Et maintenant, comme compagnon, il a acquis la force, le Boaz, la puissance qui lui permet de rectifier, d'élever la puissance qui le tirait en bas, c'est-à-dire de s'en dégager. Le moi disparaît de plus en plus. Si vous projetez à l'horizontale, vous voyez très bien que sur une horizontale, la dimension de l'attraction figurée par le moi a disparu. Puis quand il arrive là, alors il s'élonge à l'horizontale, c'est le passage du maître, mise à mort, et enfin résurrection ici, totale, sous forme de la pénétration de ce qui était mortel, notre psychisme, dans l'immortel. J'aime assez représenter tout cela pour qu'on voit à quel point c'est simple, mais génial de la part de ces hommes d'il y a 20 siècles, les Esséniens. J'aime assez représenter la chose ainsi. Vous avez ici la table de droite, la deuxième table de la loi, notre attachement à nous-mêmes, représentée en rouge, et qui a éclipsé la table essentielle de notre attachement au tout, à l'univers. Donc de l'appel intérieur, à voir plus clair, etc. Alors, l'apprenti dégage, oui, c'est bien juste, ainsi, dégage le guide, puis, une fois qu'il l'a dégagé, reprenons ceci, l'apprenti, on a dit, prend conscience de l'éclipse du guide. Il y a d'abord un retournement complet. Voilà. Il dégage maintenant le guide, lequel finit comme compagnon, au grade de compagnon, à élever l'inélevable, l'ego, jusqu'à l'objectivité. Il le tient en respect. Puis alors, attention, et pour faire la grande inversion et arriver à cela, on passe par l'horizontale, et ils ont tenu compte de l'horizontale, toujours symbole de mort, de sommeil, pour déclarer qu'il y a eu mise à mort de celui-ci qui a voulu s'emparer des pouvoirs de celui-là. L'ego était encore à ce point puissant qu'il a voulu s'emparer des pouvoirs de celui-ci sans y avoir déjà droit. Alors il est mis à mort, et puis ça crée un retournement complet. Et ensuite, alors, c'est celui-ci qui prend la direction, parce qu'il est immortel. C'est la deuxième partie du corps, dans le langage maçonnique, qui vivifie l'autre,
Et voilà le compas qui se referme, et le voilà qui vit dans le Fils, voyez. C'est extrêmement parlant. Et vous aviez cette horizontale, et une fois l'horizontale passée, revivification, mais sous forme, cette fois-ci, du compas, c'est-à-dire de l'articulation des deux tables au point que la seconde se soumet à la première. C'est l'inverse du départ. Je pense que c'est de toute beauté que d'avoir réussi à représenter la destinée humaine par le moyen d'une inversion qui était catastrophique à l'origine des besoins fondamentaux de l'homme. Le besoin de voir clair résulte de tout ceci comme étant reconnu le besoin fondamental de l'être humain. Tout doit être sacrifié à la possibilité de voir clair et toujours plus clair. À tout à l'heure. Une fois devenu maître, vous êtes donc entré, on peut dire, dans l'espace. L'espace est à vous, la troisième dimension est à vous. Et alors, vous voyez, vous pouvez repenser toutes choses. Les deux tables de la loi qui figuraient justement cette opposition, puisque l'une tirait l'autre en bas, n'est-ce pas? Vous pouvez les représenter en plan, comme ceci. L'une qui laisse l'autre se dresser, n'est-ce pas? Voilà. Ce sont les deux directions de marche, les deux pieds, les deux pas. Ou bien alors, vous pouvez la représenter, la rouge qui restera en plan ainsi, et la bleue qui monte, qui prend place en elle, ainsi, vous voyez. Cela vous donne de manière beaucoup plus parlante, la démarche fondamentale qui est la vôtre. Vous dégagez une partie de vous-même, justement parce qu'elle existe déjà sous forme d'inconscient, mais votre attachement à cette partie, vous la dégagez de la puissance qui vous tirait en bas. J'aimerais maintenant vite dire quelques mots concernant la notion de pierre à tailler. Pourquoi en sont-ils venus à cette notion? Parce qu'il fallait d'abord dégrossir. Donc il faut pouvoir tailler par ablation successive quelque chose pour parvenir à son centre que nous avons représenté ici. Or, si vous représentez un centre auquel vous accédez en plusieurs étapes de dégrossissement, eh bien, vous pouvez de toute évidence considérer que ce qui entoure ce centre est partout, par conséquent, que vous avez une rotation ici et que cela vous donne une pierre, c'est-à-dire une surface qui est en quelque sorte égale dans toutes les directions. Il faut tailler partout et on a vu, ils ont symbolisé la taille du bas comme celle de l'apprenti, mais c'est tout ceci qui s'en va en réalité, vous voyez, c'est ça qui est important. Alors, ils vont parler ici de la peau que l'apprenti enlève. J'aurais pu la dessiner, on va la voir tout à l'heure d'ailleurs. Puis ensuite, de l'ablation due au compagnon qui accède à l'objectivité. Ils ont parlé de la chair, le moi tenu en respect. Et pour finir, le point central, le Fils, qui devient le point de rotation autour duquel s'organise le tout. Je vous représente la chose maintenant avec les inscriptions voulues, de manière à ce que ce soit extrêmement parlant, puisque vous avez la chance de pouvoir revoir la question en faisant passer votre film, n'est-ce pas? Eh bien, ils définissent le temple comme un carré long. C'est assez joli. Des profanes, j'en ai entendu qui se moquaient. Est-ce qu'on n'a jamais eu l'idée de parler d'un carré long? Eh bien oui, pour arriver au centre de ce carré, il y a toutes sortes de démarches qui en font un très long rectangle. Et ce sont les dimensions de Korsvand, qui est l'auteur du dictionnaire archéologique dont je vous ai parlé, plus exactement du dictionnaire d'archéologie biblique. C'est lui qui, avec d'autres savants, est arrivé à cette conception-là du temple de Salomon. En fait, ce carré long est celui-ci. Il a 10 mètres. On pourrait tout de même le mettre à l'horizontale. Oh, je pense que c'est quand même plus clair ainsi. Laissons-le vertical. Il a 10 mètres de large, 5 mètres de profond ici, c'est le porche, 20 mètres, 2 fois 10, la chambre dite du milieu, le lieu déjà saint, naissance d'esprit là, et ici le lieu très saint, 10 sur 10 et sur 10, n'est-ce pas? Alors, vous faites, puisque vous avez vu que c'est le centre, ici, j'ai mal tourné, c'est le centre d'un cube, en réalité, à 3 dimensions, ce que le
compagnon n'arrive pas à saisir convenablement. Alors vous avez la première ablation qui entoure ce centre, puis plutôt la dernière ablation, si vous voulez, puisqu'on part du dehors, n'est-ce pas? Vous allez voir, le problème est beau. Et enfin, vous arrivez ici au pourtour qui est qualifié de peau. Ailleurs, entre parenthèses, je l'ai noté, ils parlent, justement en maçonnerie, ils parleront de peau, alors que les Esséniens parlaient de vêtements. Il faut piétiner vos vêtements, les ôter comme les petits-enfants et les piétiner. Vous avez maintenant la représentation de la pierre, voyez. Vous venez de l'extérieur, vous enlevez la peau, c'est l'apprenti, vous enlevez ensuite la chair, c'est le compagnon. Il reste les os, attention, les os qui ne peuvent plus rien, mais qui sont la substructure, et qui se trouvent vivifiés, c'est l'Ézéchiel 37, vivifiés par le souffle de l'esprit, par les vérités, la lumière qui vient. Et ces os sont transfigurés en substance nourricière, mais circulant dans l'être nouveau. Ils sont transformés en sang, puis en chair et en vêtements. Autrement dit, il y a reconstruction de l'être qui avait été détruit dans ce qu'il avait justement d'inadéquat du point de vue de l'union des épousailles fondamentales qui devaient réagir. Alors vous n'avez plus qu'à changer le centre pour retrouver tout ce qu'elle enseigne, la franc-maçonnerie. Vous avez tout d'abord le lieu très saint, c'est le Fils. Vous avez le lieu saint en deux étapes, mais qui est à la fois, disons, une pénétration dans ce lieu-là. Le lieu saint embrasse, vous voyez, deux zones. L'apprenti vient jusqu'ici, vous avez le pavé mosaïque, vous voyez, résultant de l'objectivité, autant de carrés blancs que de carrés noirs. Et maintenant, vous obtenez encore les parvis, c'est-à-dire, c'est l'expression originelle, les parvis de ce temple. Ce qui signifie transposer, ici, l'esprit ou temple de Salomon transposé, vous voyez, ce qui vous donne le on-fils qui vous ouvre et qui auparavant se manifestait sous la forme du on qui donne et garantit l'objectivité par cela même à celui qui demande, qui cherche, mais de cette façon-là, et puis auparavant encore au vous qui trouvait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour de manifestation du maître, c'est-à-dire premier surveillant, deuxième surveillant et enfin le maître lui-même. Voilà, le centre, vous pouvez maintenant, pour avoir la totalité de leur message, le transformer en ce soleil, c'est cela le on qui donne, en ce soleil fils. Passons maintenant à un diagramme, si vous voulez, qui tient compte à la fois du tabernacle, construit lui aussi en 3 étapes, et qui représente l'élévation, on monte, alors que le temple de Salomon, ici, est vu en plan, avec son pavé mosaïque, donc la loi mosaïque, la table de gauche, table de droite, le blanc et le noir, avec son porche, sa chambre du milieu, comme on vient de dessiner ici au centre de la pierre, et puis son orient au lieu très saint, ou saint des saints, ici même, de 10 sur 10. Alors, vous n'avez plus qu'à reporter, il s'agit de même dimension, les hauteurs ici, les longueurs, c'est en plan, les exigences morales nouvelles, en élévation les pouvoirs, et vous obtenez ceci, le chercher aboutit à un vous trouvez, ça correspond à cela, le vous trouvez donne naissance à un demander, on va plus loin, ça correspond au centre, on accède au Fils, c'est la naissance d'esprit, ici le bleu qui commence vraiment, puis le demander aboutit à un on qui vous donne, deuxième manifestation du Fils, qui se traduit lui-même par un frappé, parce qu'on veut aller aux sources jaillissantes, et le on, cette fois-ci, écrit en lettres majuscules pour signifier qu'il est vraiment lui-même, pleinement lui-même. On vous ouvre et vous obtenez par là même la vie. Tout ceci qui correspond au temple de Salomon. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez les fameuses 3 marches qui mènent à la vie. J'ai terminé et j'espère par là même avoir
contribuer tant soit peu, disons, à vous faciliter ce chemin si vous n'y êtes pas déjà tout entier, j'ai dit.